Alors avec nous dans ce studio, David Lisnard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Cannes. On vient de voir des images d'inondation, ça a dû vous rappeler des souvenirs terribles puisque vous avez vécu ça de très près à Cannes il y a quelques Absolument, jours. quelques jours. Hein, et on est encore dans la gestion de crise puisqu'on a reçu des intempéries absolument inouïes. Rendez-vous compte, sur un quartier, 1 500 000 mètres cubes d'eau qui nous sont tombés dessus en quelques minutes. 5 morts, cannois, 20 morts sur la Côte d'Azur, des dégâts considérables et beaucoup d'humilité face à de tels phénomènes. Cannes est en bord de mer, on récolte les eaux des montagnes, des Alpes qui arrivent, des collines alentours. Donc on est en gestion de crise. J'ai tenu à maintenir ce déplacement en Israël, mais ça fait 3 semaines, depuis le 3 octobre, que l'on gère cette crise, que l'on doit répondre aux exigences d'une marque internationale qu'est Cannes, qui accueille de grands événements, mais surtout s'occuper des habitants. Il y a une grande solidarité, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de professionnalisme dans la gestion de cette crise. Mais quand j'ai vu ces images, j'ai envoyé tout de suite un email à mes collègues maires victimes de ce sinistre. Heureusement, j'ai l'impression que l'eau est là de façon spectaculaire, mais qu'elle n'a pas la violence de ces torrents que l'on a reçus sur la ville de Cannes. Alors justement, vous avez lancé aujourd'hui, David Lisnard, un appel original à la solidarité dans le quotidien Le Parisien aujourd'hui, parce que vous vous adressez finalement à ces stars qui viennent chaque année, évidemment, qui font la renommée de Cannes, mais qui profitent aussi de Cannes chaque année, et vous leur dites, peut-être là, vous pouvez nous aider. C'est un appel C'est très pragmatique. C'est qu'on a énormément de dégâts matériels sur le domaine privé, d'après les assurances, sur la seule commune de Cannes, au moins 300 millions d'euros de dégâts. Bon, ceux-là vont faire l'objet de beaucoup de remboursements d'assurance, je l'espère. Sur le domaine public, une grande partie des dégâts n'est pas assurable, ce que peu de gens savent. Donc toutes les voiries qui sont détruites, etc. Et il faut que je trouve des financements. Il est hors de question de toucher au taux d'impôt, parce que d'abord, je ne veux pas toucher au taux d'impôt, je veux réduire la dette, et je continue, je l'ai déjà fait, et c'est une réalité. Et d'une part, et d'autre part, je ne veux pas infliger une double peine aux contribuables cannois. Ils sont victimes, ils sont contribuables et victimes. Donc il faut être astucieux, il faut être pragmatique. Et il est vrai que Cannes est devenue la 2e ville française en salon professionnel. On accueille le Festival de Cannes, donc c'est ce qui génère de l'intérêt médiatique, mais on accueille aussi le MIPIM, le MIPTV, le MIPCOM, le Taxi World Exhibition, etc. Donc on a des grands décideurs du monde entier qui viennent à Cannes, qui y reviennent chaque année. Et l'idée, c'est de dire, si vous voulez nous aider à reconstruire, nous avons besoin de financement. Dans le malheur, j'ai de la chance parce que j'ai créé au mois de septembre un fonds de dotation. Je crois qu'on est une des premières villes françaises ou la première à avoir un tel fonds. Donc on a le véhicule juridico-administratif. Et le but, c'est d'avoir des financements. Donc c'est extrêmement pragmatique. Rendre le cadre de vie, donc rendre notre attractivité, notre compétitivité par la beauté des lieux, par les services publics, mais aussi préserver le contribuable et le budget de la commune. Bon, et les stars répondent? Vous avez déjà Je vais vous dire ça dans quelques jours, mais je suis assez optimiste. Tout le monde me dit, mais pourquoi répondrait-il? Mais pourquoi ne répondrait-il pas d'abord? Et puis on essaie de faire les choses comme il le faut, on les contacte, on les appelle. L'idée, c'est de créer un sentiment d'appartenance. Vous venez à Cannes, vous faites rayonner Cannes, mais vous rayonnez aussi grâce à Cannes, grâce à des infrastructures que nous portons, grâce à des investissements événementiels que nous assumons. Aidez-nous dans ces périodes très difficiles. Qui ne tente rien n'a rien, donc je tente. Bon. Alors vous êtes en Israël, David Lisnard, à un moment où le pays traverse une vague de terrorisme qui n'en finit pas. Elle a encore continué aujourd'hui, il y a eu de nouvelles attaques, il y a eu 11 Israéliens tués dans des attaques au couteau. On a l'impression qu'il y a une différence de traitement entre le terrorisme qui est vécu ici en Israël, celui que la France a vécu, dans la manière dont cela est vécu en Europe. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose, finalement, qu'Israël est confronté au même terrorisme que celui auquel a été confrontée la France? Il faut toujours beaucoup de précautions quand on analyse ces phénomènes, parce que pour connaître les ressorts d'un passage à l'acte terroriste, cela nécessite effectivement du soin. Ce que je crois, c'est quand même que la France, qui est le pays d'Europe le plus exposé au terrorisme, on a eu dans le Thalys récemment, dans le train, on a eu un chef d'entreprise qui s'est fait décapiter au mois de juin, on a eu les terribles attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher et d'autres. On a eu des soldats attaqués à coups de couteau, donc on retrouve quand même des points communs. Je crois qu'on est quand même face à un phénomène assez similaire, d'une sorte d'ubérisation du terrorisme. On voit bien, et ce qui est très difficile à appréhender, il faut s'habituer, je crois, à vivre avec cette menace, il faut la maîtriser. Et ce qui m'intéressait dans mon voyage en Israël, c'était d'abord de montrer une sérénité, de dire, moi je viens en Israël parce qu'on n'a pas peur, il ne faut jamais avoir peur, en tout cas il ne faut pas le montrer, parce que la peur ça fait partie de l'homme, mais il ne faut pas le montrer, c'est une forme de soutien. Et c'est aussi pour apprendre. Cannes est une ville exposée.
Nous avons eu un réseau terroriste démantelé à Cannes, la cellule dite Cannes-Troncy, qui avait réalisé d'ailleurs un attentat antisémite, avec une grenade qui n'avait pas fait de victime il y a 3 ans maintenant de mémoire. Et je crois qu'il faut regarder ça avec beaucoup de fermeté, mais aussi de façon très professionnelle. J'ai rencontré des spécialistes de la sécurité encore ce matin. C'était très intéressant. On a échangé nos expériences. La France est en train de changer complètement de mentalité. C'est le bon côté, j'allais dire. Il était temps. On se rend compte qu'il faut une réponse technique. Une réponse, on a des services de renseignement qui sont très performants en France, des services secrets qui sont performants. Il faut une réponse juridique. Et la dernière loi sur le terrorisme va loin, elle est performante, notamment pour se prévenir des cyberattaques, pour aussi faire de l'investigation, pas être que défensif, aussi elle est par des algorithmes et par la capacité de pénétrer des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunications. Donc là on a des choses peut-être à expliquer et qui peuvent servir de modèle, mais aussi dans la gestion quotidienne du risque. Et puis, sans faire de corrélation, je lis des choses très contradictoires sur la motivation des terroristes qui s'attaquent aux Israéliens actuellement sur votre terre. Mais il y a une radicalité, un radicalisme, un islamisme radical. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas chez vous. Je lis des choses contradictoires, donc je suis très prudent. En tout cas, je crois qu'on a un ennemi commun, que tous les démocrates, tous ceux qui croient à la liberté, tous ceux qui ont une certaine vision de la vie et de la civilisation ont un ennemi commun aujourd'hui, qui est l'islamisme radical, qui est le nazisme de l'époque, qui est anti-occidental, qui est anti-chrétien, qui est profondément antisémite, qui est anti-humanité, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de musulmans modérés sont les victimes de ces islamistes radicaux. Et ça pose des questions fondamentales aussi sur la démocratie. La démocratie, c'est jamais un système absolu, c'est relatif. Où sont les limites de la démocratie ? Jusqu'à partir de quel moment on se fourvoie en tant que démocrate, soit par notre faiblesse, soit en tombant nous-mêmes dans les mêmes méthodes. Pas facile de répondre à ces questions. Je crois qu'il faut être technique, il faut lutter. Moi, j'appartiens à une génération qui n'a pas de complexe d'infériorité, pas de complexe de supériorité vis-à-vis de... J'assume mon mode de vie. Voilà, je crois qu'il faut j'ai des enfants, j'ai 3 enfants et j'ai envie qu'ils vivent dans un monde sécurisé. Et surtout, je n'ai pas envie de revenir sur des fondamentaux de civilisation qui datent des Grecs, des Romains, de la civilisation judéo-chrétienne, du siècle des Lumières. C'est un substrat complexe, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression dans le respect de l'autre, l'acceptation du débat. Mis en cause, ça, mais bien sûr, l'arrivée de ces migrants en Europe qui posent des questions. Là aussi, justement. Attention aux raccourcis, mais la question elle est légitime, hein, mais attention aux raccourcis. Parce que les migrants, c'est pas homogène. Mais il est évident que dans une société tendue comme la société française actuelle, on a un hyper-chômage, une hyper-fiscalité et un hyper-endettement. Donc on a la triple peine. Bon, on ne peut que rebondir, hein, c'est la bonne nouvelle. Mais la capacité d'accueil, elle est limitée. D'un autre côté, moi je suis maire d'une ville qui a accueilli des migrants, pour reprendre le terme du moment, hein, même si ce vocable, réfugiés, et puis tout se mélange. Hein. Donc on a une communauté arménienne très forte, une communauté libanaise très forte à Cannes, iranienne après la chute du Shah, et on pourrait scandinave, même si c'est une autre forme d'accueil, c'est pas pour des raisons politiques ou économiques, hein, c'est que pour la villégiature, mais qui s'installe à Cannes. Donc on est une ville cosmopolite, qui a des racines provençales et cosmopolites. Mais aujourd'hui, il est évident qu'on sent bien qu'il y a une tension civilisationnelle, quoi. Donc tout en pesant les mots, sans tomber dans l'amalgame, pour reprendre un terme un peu trop utilisé, sans stigmatiser, c'est le grand verbe, stigmatiser depuis quelque temps. Il est vrai qu'il faut se poser la question du mode de vie, de la capacité d'intégration et d'assimilation. Vous savez, moi, je crois que, sans faire de philosophie à 2 francs ou à 2 euros, comme on dirait plutôt maintenant, j'ai moins peur de la faiblesse, de la force des autres, donc des radicaux islamistes. Chaque époque a son lot de fous et de meurtriers, que de notre propre faiblesse. Je crois que tout ça révèle aussi une sorte de faiblesse spirituelle de l'Occident et de la France. Et donc, je crois que nous sommes en train de nous réveiller. On est en train de se rendre compte que patriote, c'est un mot moderne. Défendre une communauté de destin, savoir ce qui nous rassemble, c'est quelque chose de fort. Que les valeurs de la République, qui est une formule aussi un peu fourre-tout, mais renvoie à des choses extrêmement concrètes, extrêmement fortes, d'égalité des droits, de respect de la femme, et que ça mérite qu'on se batte pour. Il faut retrouver le sens du sacrifice. Je crois qu'il faut rétablir un service militaire, pas simplement national en France. Et les mentalités évoluent très vite. Moi, je suis un adepte de la liberté, notamment sur le plan économique. On a besoin d'oxygéner la société française et de l'autorité régalienne. Malheureusement, l'État en France
plus l'État a consommé de l'argent public, 47% de prélèvement obligatoire, il faut voir dans quelle situation on est, plus il est faible sur ses fonctions régaliennes. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut une alternance en France, profonde, au-delà même de la gauche et de la droite. Une alternance profonde, moderne, qu'on ne retrouve pas dans les extrêmes et qu'il faut réinventer dans un parti qui, j'espère, sera les Républicains, puisque moi, je suis engagé en politique.